Donc, en raison des problèmes de connexion que nous avions eu lors de la dernière visioconférence et surtout que je n'arrivais pas à partager avec vous mon écran pour essayer de vous expliquer un peu les choses, ou tout au moins les questions que vous avez posées. Donc, je vous avais promis de faire une vidéo sur quelque chose si vous ne l'avez pas comprise, et comme lors de votre dernier mail, vous m'aviez fait part que vous avez eu des difficultés pour comprendre la méthode des moindres carrés. Donc je vais non seulement revenir sur celle-ci, mais revenir sur les trois méthodes usuelles utilisées pour l'estimation d'un paramètre. Je vais revenir sur la méthode des moments, ensuite sur celle du maximum de vraisemblance, et à la fin je reviendrai sur la méthode des moindres carrés. Reprenons un peu la problématique en détail. Donc nous disposons de n mesures d'une grandeur g dont on veut estimer la valeur et l'erreur sur cette valeur. Alors les mesures que l'on réalise sont notées x1, x2 jusqu'à xn, ça veut dire que nous avons une mesure. Alors deux mesures qui se suivent sont indépendantes, ça veut dire que le résultat de l'une n'influe pas le résultat de l'autre. De même, le fait que l'appareillage présente une incertitude, donc deux mesures qui se suivent ne donnent pas le même résultat. Alors dans ce cas, on peut représenter les mesures comme une variable aléatoire et on sait qu'à chaque variable aléatoire est associée une loi de probabilité, étant donné que dans ce cas-là, je considère une variable aléatoire continue. Donc la loi de probabilité est décrite par sa densité de probabilité. Et cette densité elle dépend d'un certain nombre de paramètres que je note ici, θ1 jusqu'à θr, qui reste arbitraire, qui dépend de la situation. Si la loi gaussienne par exemple, nous avons deux paramètres. Si la loi est une loi binomiale, nous avons un seul paramètre, et ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est l'estimation des paramètres θ1 jusqu'à θr qui nous permettent d'avoir l'expression de f et qui à son tour permettra l'estimation de g ainsi que sur l'erreur de sa valeur. Donc nous avons R inconnus qui sont θ1 jusqu'à θr et par conséquent nous avons besoin d'avoir R équations qui permettront de résoudre ce système d'inconnus. Et justement les méthodes d'estimation permettent d'établir le nombre d'équations nécessaires justement pour accéder à l'estimation des valeurs tout simplement des paramètres inconnus. Et par conséquent l'estimation de G n'est autre que l'estimation de l'espérance mathématique associée à la densité de probabilité f ou à la variable aléatoire x, qui n'est d'autre que les grandeurs estimées on les note avec un chapeau au-dessus, et par conséquent ici c'est l'estimation de l'espérance mathématique associée à la variable aléatoire. Et l'erreur sur la grandeur g, il est donné tout simplement par l'estimation de l'écart type qui n'est d'autre que la racine carrée de la variance qui est donnée par cette expression là. Et par conséquent le résultat final, on pourrait le donner sous forme de G chapeau, l'estimation de G plus ou moins l'erreur qui est l'estimation donnée par l'écart type. Alors la première méthode d'estimation que l'on va voir s'appelle la méthode des moments. C'est la plus ancienne, la plus simple, mais également la moins performante. D'abord, le moment d'ordre J d'une variable x ayant pour densité de probabilité f n'est autre que la valeur moyenne de la puissance j de x. Il est noté par mu prime indice j. Elle est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x à la puissance j fois f de x. Alors θ flèche ce n'est d'autre que θ1 jusqu'à θ indice r, d de x. La même chose, on définit cette fois-ci le moment d'ordre j de x mais expérimental ou mesuré. Il est calculé à partir de l'échantillon de mesure et il est noté par m indice j et ce n'est d'autre que la moyenne arithmétique de la somme de i est égal à 1 jusqu'à n de la puissance j de chacune des mesures. Alors nous avons r inconnu, θ1 jusqu'à θr, nous prenons r moment, et pour avoir les r équations, la méthode des moments consiste à dire tout simplement que les moments calculés sont égaux aux moments qui sont mesurés. Et par conséquent, nous allons avoir mu prime j est égal à mj pour j est égal à 1 sur r, ce qui permet de nous donner justement r équations. Et en résolvant ces r équations, on estime les valeurs de θ1 jusqu'à θr et après on en déduit la valeur de g et l'erreur sur celle-ci. Voyons voir un exemple d'utilisation de la méthode des moments. Supposons que l'échantillon de mesure a une taille n qui tend vers l'infini. En réalité, en physique, il suffit que n
donc soit supérieur à 50 et cette condition soit satisfaite, dans ce cas-là, la variable aléatoire qui décrit la mesure suit une loi normale. Et comme on le voit ici, la loi normale, il a deux paramètres, donc l'espérance mathématique mu et l'écart type sigma. Et son expression, elle est donnée par 1 sur 2 pi sigma exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma au carré. Et par conséquent, donc les paramètres à estimer sont mu et sigma. Donc nous avons besoin de deux moments, deux équations, donc deux moments. Et par conséquent, donc on prend le premier moment, donc pour le calcul théorique, le premier moment mu' qui est donné donc par l'expression suivante, et si on fait le calcul, on trouve qu'il est égal à mu. D'ailleurs, le premier moment, on peut le noter aussi par x entre ces deux symboles qu'on appelle les chevrons. La même chose, donc le moment d'ordre 2, il est donné par cette expression-là, et dans le cas d'une loi normale, il est égal à sigma carré plus mu carré. Donc ça, c'est le calcul théorique. Maintenant, le calcul à partir des mesures. Donc M1, il est donné tout simplement par la moyenne arithmétique que l'on note x bar, et M2, il est donné par la moyenne quadratique donc des mesures, et on la note par x carré bar. Notez bien la barre qui est au-dessus du carré. Alors, l'utilisation de la méthode des moments consiste à dire que mu'1 est égal à M1 et mu'2 est égal à M2, et on replace donc dans l'expression de mu'1 mu par mu chapeau, ça veut dire que c'est la valeur estimée de mu, et sigma et mu respectivement par sigma chapeau et mu chapeau. Donc ce qui donne mu'1 est égal à M1, donc ça implique que mu chapeau est égal la somme de i est égale à 1 jusqu'à n de xn divisé par n, qui n'est autre que la moyenne arithmétique. Et ça, on le connaît, c'est ce que vous utilisez d'habitude. L'espérance, l'estimation, de la moyenne d'un échantillon est donnée tout simplement par la moyenne arithmétique. La même chose, la deuxième équation, c'est de faire mu'2 est égal à m2. Donc je fais tout simplement sigma chapeau au carré plus mu chapeau au carré est égal à m2, qui est égal à x2 bar, et par conséquent j'aurai sigma chapeau au carré est égal tout simplement à m2 moins mu chapeau au carré qui est égal à x2 bar, ça c'est m2, moins, donc mu chapeau au carré, alors mu chapeau est égal à x bar, et je la remplace ici, et donc j'ai aussi. Donc vous voyez bien ici le carré, après la parenthèse, c'est x bar qui est au carré. Par contre, ici, c'est x au carré sur lequel donc on met la barre. Et donc, vous voyez bien que la méthode, elle est très simple, mais ça ne fait pas partie de votre stage. Cette méthode-là, elle est moins performante que les deux autres méthodes. Alors, abordons maintenant la deuxième méthode d'estimation que l'on appelle le maximum de vraisemblance. Alors commençons par la probabilité élémentaire d'obtenir pour que xi soit comprise entre xi et xi plus dxi, donc elle est égale à la densité de probabilité évaluée au point xi multipliée par dxi. En fait, c'est la définition tout simplement de la probabilité élémentaire associée à une variable aléatoire ayant comme densité de probabilité petit f. Alors maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un échantillon x1, x2 jusqu'à xn? Rappelez-vous que les mesures xi sont indépendantes entre elles, alors ce qui implique aussi que les variables aléatoires qu'elles décrivent sont indépendantes entre elles, et par conséquent, l'élément de probabilité donc de la conjonction, ça veut dire x1, d'obtenir x1 et x2 et xn, est égal tout simplement au produit des probabilités élémentaires de chacune des variables. Rappelez-vous que si a et b sont deux événements indépendants, P de A et B est égal à P de A fois P de B. Alors, et on regroupe les termes dans lesquels nous avons les densités de probabilité d'un côté, on le note par L, et on met de l'autre côté les termes dans lesquels on a les éléments infinitésimaux associés aux variables aléatoires. Alors cette fonction-là, il est appelé tout simplement la fonction de vraisemblance de l'échantillon x1 jusqu'à xn. N'oublions pas que donc la fonction de vraisemblance, elle est tout simplement associé ou tout simplement lié à l'élément de probabilité dp. Et par conséquent, donc l'estimation des paramètres θ par la méthode du maximum de vraisemblance consiste à chercher les valeurs de θ pour lesquelles la fonction de vraisemblance est maximale. Ce qui revient à dire tout simplement, pour chacun des θj, il suffit
donc de dériver la fonction de vraisemblance par rapport à θj et de le mettre égal à 0. Et si on fait parcourir j de 1 jusqu'à r, donc on va avoir R équations de ce type là, et ces R équations justement, si on les résout, ils nous permettent tout simplement d'accéder aux valeurs, ou plutôt aux estimations des paramètres θ, des différents paramètres θ par la méthode du maximum de vraisemblance. On va voir tout ça dans un exemple et ça va vous éclaircir davantage cette notion. Voyons voir maintenant un exemple qui illustre l'utilisation du maximum de vraisemblance. Reprenons l'exemple que nous avions utilisé auparavant et dans lequel nous avons considéré un échantillon de mesure donc de taille n, tel que n tend vers plus l'infini. Je rappelle qu'il suffit que n soit supérieur ou égal à 50. Et donc c'est cette condition en fait, je ne sais pas si je l'ai dit avant ou non, c'est cette condition qui permet d'affirmer que la variable aléatoire x qui décrit donc les mesures suivent la loi normale, et en fait le théorème qui permet de faire ça, on l'appelle le théorème de centrale limite. Donc je vous conseille d'aller sur internet, de faire théorème centrale limite et de regarder ce qu'il dit. Et on sait que la loi normale donc a deux paramètres inconnus, et donc la densité de probabilité de chacune des variables aléatoires qui décrit les mesures de l'échantillon donc peut se mettre sous cette forme là, avec le premier paramètre c'est mu, le deuxième paramètre donc c'est sigma. Sigma c'est l'écart type et mu c'est l'espérance mathématique. La fonction de vraisemblance, comme c'est le produit donc des densités de probabilité de chacune des variables aléatoires qui décrit donc les mesures de l'échantillon, donc ça donne donc est égal à pi de i est égal à 1 jusqu'à n, le produit de i est égal à 1 jusqu'à n de chacune des densités de probabilité, et le résultat final est donné par cette expression. Alors maintenant, la question est que quelle est l'estimation donc du paramètre mu par la méthode du maximum de vraisemblance. Donc mv c'est le maximum vraisemblance. Alors donc cette valeur là elle maximise la valeur donc de la fonction de vraisemblance, et par conséquent donc cette valeur là elle annule tout simplement la dérivée de la fonction de vraisemblance par rapport au paramètre mu. Donc il suffit de trouver la racine donc de cette équation là, et cette racine là ça correspond à l'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance du paramètre mu. Alors comme en général la fonction de vraisemblance est le produit de n termes, et la dérivée d'un produit elle est légèrement, on va dire, son expression sa résolution est parfois un peu fastidieuse, donc elle est plus intéressante au lieu de travailler avec la fonction de vraisemblance, on travaille avec le logarithme de la fonction de vraisemblance. En effet, la fonction logarithme est une fonction monotone, donc elle a le même sens de variation dans tout le domaine de définition, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. De même, elle est croissante, et par conséquent, les extrémums donc de la fonction de vraisemblance L sont les mêmes que ceux de la fonction donc logarithme de la fonction de vraisemblance, et par conséquent donc les racines donc, de cette équation sont les mêmes que de celle-ci. Par conséquent c'est mieux de travailler avec celle-là, parce que vous voyez bien que si j'applique le logarithme à la fonction de vraisemblance, ce que j'obtiens c'est ce terme là. Donc au lieu d'avoir un produit, donc j'ai tout simplement ici une somme. Et par conséquent, donc là, alors dans le cas où nous avons peut-être il peut que ça vous apparaisse pas très évident ici, c'est parce que effectivement le produit des exponentielles c'est l'exponentielle tout simplement de la somme des arguments, et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup l'intérêt du passage au logarithme dans ce cas-là, où les densités de probabilité ont d'autres formes un peu plus compliquées. Le fait de vouloir dériver du produit, le produit, il est un peu fastidieux que celui que l'on obtient en passant par le logarithme de la fonction de vraisemblance. Et donc le mieux c'est toujours passer par le logarithme de la fonction de vraisemblance. Et par conséquent, quand je dérive donc cette expression là, ce terme là ne contient pas de mu, donc il est égal à 0, et ce terme là il donne comme dérivé ça. Alors faites attention, donc ici quand je fais égal à 0, donc le mu je le remplace par mu chapeau indice mv. Ça veut dire en fait que c'est la valeur de l'estimateur qui annule si vous voulez cette équation là. Et par conséquent, donc si je continue de résoudre ça, je fais rentrer le signe somme à l'intérieur des parenthèses et j'obtiens ça. Et donc le résultat final c'est tout simplement l'estimation du paramètre mu par la méthode du maximum de vraisemblance n'est autre que la moyenne
arithmétique. Et vous voyez bien en fait ici que l'utilisation de la moyenne arithmétique pour l'estimation de la moyenne d'un échantillon de mesure est quelque chose de fondé. Ça veut dire c'est quelque chose, et ça fait pas partie malheureusement de votre stage, mais on peut démontrer effectivement que la méthode du maximum de vraisemblance lorsque la taille de l'échantillon est très grande est la méthode la plus précise pour estimer donc la moyenne d'un échantillon, et par conséquent donc la moyenne arithmétique c'est la méthode la plus précise pour estimer la moyenne d'un échantillon de mesure. Abordons maintenant la troisième méthode d'estimation que l'on appelle la méthode des moindres carrés. D'ailleurs, c'est cette méthode que vous a posé un souci selon votre mail. Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible en utilisant une analogie avec la loi d'Ohm. Alors, positionnons d'abord le problème. Donc, nous avons deux grandeurs y et x, donc qui sont reliées. Y dépend de x. Et on suppose qu'ils sont reliés par la loi y est égal à f de x. Donc cette loi qui est décrite par la fonction f dépend donc de r paramètres. Alors pour éclaircir un peu ça, supposons qu'il s'agit donc d'un TP ou du TP dans lequel on veut vérifier la loi d'Ohm. Et donc au bord d'une résistance, la résistance elle est inconnue, on fait varier I, et pour chaque valeur de I, on mesure la tension. Et donc si on fait une comparaison avec ce que je viens de dire, le U c'est Y, le I c'est le X, et la loi F c'est RI. Ça veut dire si je remplace ici Y et là par X, donc j'aurai F de X est égal à R de X. Donc la loi qui décrit la dépendance entre X et Y dans ce cas-là, c'est une loi tout simplement linéaire. Et c'est comme ça qu'on procède. Donc nous avons deux grandeurs, l'une dépend de l'autre, et on suppose, on veut retrouver en fait la fonction qui permet de décrire la dépendance de Y en fonction de X. Cette fonction elle dépend d'un certain nombre de paramètres et on essaye d'estimer donc ces paramètres. Alors, donc là ça reprend un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour chaque valeur de X, je fais une mesure de la valeur de Y. Ça veut dire pour x1 j'obtiens y1, pour xn j'obtiens yn. Et je suppose que les xi sont connus avec certitude, ça veut dire il n'y a pas d'incertitude sur les xi. C'est comme si dans l'exemple d'auparavant, il n'y a pas d'incertitude sur les valeurs de i. Et les yi, plutôt les sigma i, sont les erreurs sur les yi. Ça veut dire que sigma 1 c'est l'erreur sur y1 et sigma n c'est l'erreur sur yn. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On définit d'abord la quantité que l'on appelle le qui 2. Donc, le qui 2, c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à n du terme que l'on a entre les parenthèses au carré. Alors, yi mesuré, c'est le y qui est mesuré pour la valeur xi. Et f de xi, c'est la valeur qui est calculée par f au point xi. Si la fonction f décrit bien la dépendance entre x et y, ça veut dire que la valeur qui est calculée par f au point xi devrait être plus proche de la valeur qui est mesurée. Sinon, f ne décrit pas la dépendance. Et donc, si les deux valeurs sont proches, ça veut dire que cette quantité-là étant vers 0, ça veut dire que la quantité totale étant vers 0 et donc elle est minimale. Et c'est cette notion-là qui est utilisée pour retrouver les valeurs de θ. Donc on cherche les valeurs de θ, θ1 jusqu'à θr, qui minimisent donc la valeur de qui 2. Et comme on avait vu auparavant, si une quantité, donc les valeurs de θ qui minimisent les valeurs de qui 2, ce sont les valeurs de θ pour lesquelles la dérivée de qui 2 par rapport au θ est égale à 0. Et donc le tour est joué et le problème est résolu. Donc je dérive le qui 2 par rapport à chacun des θ et je cherche, donc ça va me donner, comme j'ai k θ, donc j'aurai k équations, et si j'ai k équations indépendantes et j'ai k inconnues, en principe mathématiquement parlant le problème il est soluble. On peut le solutionner. Et donc, je calcule les dérivées, je fais égal à 0, j'obtiens un système, je le résous, et ça me permet de donner donc les estimations des paramètres θ. Et cette méthode-là, on appelle la méthode des moindres carrés, parce que ça minimise les moindres carrés parce que j'ai une somme quadratique au carré, et les moindres parce que les valeurs de θ minimisent cette quantité-là. Donc, une fois les valeurs des paramètres θ sont estimées, donc on les injecte dans la fonction f et on calcule
pour chacun des points xi, donc la valeur donnée par f, on la soustrait à la valeur mesurée, on la divise par l'erreur sur la valeur mesurée, on élève au carré et on somme pour tous les points xi. Ça veut dire pour chaque point x1 par exemple, je calcule f de x1 et la valeur que je trouve, je la soustrais de y1, ensuite je la divise par sigma 1 au carré. Plus je refais la même chose pour x2 jusqu'à xn. Alors la valeur de qui2 que j'obtiens, ça s'appelle le qui2 minimal. Elle est minimale, c'est tout à fait normal puisque la procédure qui est utilisée pour évaluer ou estimer les valeurs de θ, c'est justement pour que qui2 soit minimal pour ces valeurs-là. Alors maintenant, on prend la valeur que l'on aurait calculée, on la divise par n-r. Donc n, c'est le nombre de mesures que l'on a effectuées et r, c'est le nombre de paramètres que l'on a estimé. Et ce rapport devrait être voisin de 1. S'il n'est pas voisin de 1, c'est quoi l'information qu'on en tire d'ici? C'est que tout simplement la fonction qui est utilisée pour décrire la dépendance entre x et y n'est pas bonne. Par contre, si ce rapport-là est égal à 1, ça veut dire en fait la fonction qui est utilisée décrit bien la corrélation ou la dépendance entre x et y. Prenons l'exemple de la loi d'Ohm. Supposons que nous avons fait 50 mesures. Ça veut dire pour chaque valeur de i, donc j'ai la valeur de la tension. Alors je vais donc déterminer par cette méthode-là, en utilisant cette expression-là, donc en remplaçant le f de, alors j'aurai ici u mesuré, moins r fois i, donc pour lequel j'ai fait la mesure, et le divisé par l'erreur sur u, et j'élève au carré, je somme sur les 50 mesures. Alors, ce que je fais, donc je dérive ça par rapport à r, je trouve la valeur de r, ensuite je calcule le qui2 minimal, et dans mon cas ici, donc le n va être égal à 50 et r va être égal à 1. Et donc je divise la valeur que j'ai obtenue ici par 49. Si je trouve que c'est voisin de 1, ça veut dire que la loi ici elle est bonne. Par contre, si je ne trouve pas la valeur voisine, le rapport voisin de 1, ça veut dire que la relation que j'ai utilisée n'est pas bonne. Mais étant donné que la loi d'Ohm, on sait bien qu'il est vérifié, donc forcément, on va trouver un rapport qui est voisin de 1. Alors prenons un exemple dans lequel on utilise la méthode des moindres carrés. Prenons un exemple un peu simple dans lequel donc la fonction est une fonction linéaire. Alors dans ce cas-là, donc θ1 va être égal à b et θ2 va être égal à a. Ça veut dire que j'aurai f de x tout simplement est égal à θ1, θ2 fois x, donc moins θ1. Et par conséquent, donc l'expression du qui2 il est donné par cette expression-là. En fait, qui2 est donné par cette expression-là. Alors, on pose, pour simplifier un peu en fait les relations après, je vais poser y bar est égal à la somme de i est égal à 1 jusqu'à n de y divisé par yi divisé par sigma i au carré de tout divisé par ça. La même chose, alors ici en fait j'ai mis une parenthèse, ça veut dire en fait j'ai deux relations ici. Alors x bar c'est tout simplement la moyenne arithmétique, c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à n de xi sur sigma i au carré divisé par ça. X carré bar, c'est la même chose avec xi au carré ici. Alors, la troisième relation que je vais utiliser, c'est là, troisième notation ici, et la quatrième, c'est celle-là, alpha au carré. Ça veut dire que j'aurai ici y bar est égal à ça divisé par alpha au carré, ça est égal à ça divisé par alpha au carré, ainsi de suite. Alors maintenant, dérivons la qui2 par rapport à θ1. Donc si je fais la dérivée ici, ça me donne cette expression-là. Alors je remplace en fait je retransforme pour faire apparaître les y bar et x bar. Et donc l'expression que j'obtiens, en utilisant évidemment l'expression d'alpha carré pour compacter un peu le résultat, donc on obtient ça. La même chose pour θ2, on obtient ça. Et donc j'obtiens finalement donc un système d'équations qui est donné par ces expressions là. Et là j'ai donc système d'équations. Les inconnus ce sont θ1 chapeau, θ2 chapeau. Y bar c'est ce que je calcule à partir des mesures. X bar c'est ce que je calcule à partir des positions pour lesquelles j'ai fait les mesures. Et si je résous ça, donc j'obtiens θ2 chapeau, je
peux le faire. En fait, je peux multiplier ici par moins x bar et faire la somme. Ça me donne θ chapeau est égal à cette expression-là. Et θ1 chapeau est égal à cette expression-là. Et donc, les valeurs que j'ai ici, ce sont les valeurs, les estimations donc, de θ1 et de θ2 par la méthode des moindres carrés. J'ai pas continué ici, étant donné que j'ai pas donné d'exemple chiffré. Donc, en principe, on calcule. Donc, une fois qu'on a les valeurs numériques, on calcule la valeur numérique de θ1 chapeau et de θ2 chapeau. Ensuite, on calcule la valeur de Ki2, donc minimale. Ensuite, on fait le rapport entre le Ki2 minimal sur n-r. N, c'est le nombre de mesures que l'on a, et R, c'est le nombre de paramètres. Et dans ce cas-là, R est égal à 2. Et on doit trouver le rapport, donc voisin de 1. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire tout simplement que la fonction f que nous avions considérée ne décrit pas les corrélations ou les dépendances entre x et y. Donc j'espère que les explications que je vous ai données ici vont vous aider à bien comprendre.